Bonjour tout le monde, je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Je me présente, Amel Benbelguesem, consultante réseau et sécurité chez RFC. Et je présente ma collègue Marwa Magdi, consultante système et formatrice chez Trend Micro. Nous allons animer ce webinaire intitulé La sécurité des ATM avec TX1, organisé par RFC en partenariat avec Trend Micro. Durant notre webinaire, nous allons présenter les différents types d'attaques sur les ATM ainsi que quelques scénarios. Ma collègue Marwa Magdi va vous présenter la solution de protection des ATM TX1 Trend Micro, ses fonctionnalités et sa valeur ajoutée. Durant notre présentation, vous pouvez poser vos questions dans le chat ou à la fin de la session, vous pouvez lever la main pour vous activer les micros pour poser vos questions. Donc, 300 millions d'attaques ont été appliquées sur les ATM dans le monde, avec un revenu de 86 millions de dollars. Et en 2014, 25 millions de dollars ont été perdus en Russie à cause des attaques sur les ATM. Aussi, une attaque avec un ROI très élevé peut durer 42 jours. Elles sont suffisantes pour avoir une attaque avec un ROI très élevé. On distingue deux types d'attaques. Les attaques physiques qui s'appliquent en utilisant une clé USB ou un CD et les attaques virtuelles qui s'appliquent en profitant des vulnérabilités ou exploitant des vulnérabilités dans le réseau. Pourquoi les ATM sont-ils devenus la cible de piratage? La première cause des attaques sur les ATM, c'est leur ROI très élevé. En effet, une seule attaque physique a pour revenu 41 000 dollars et une attaque virtuelle a pour revenu 104, à peu près 104 000 de dollars. Là, on peut constater que les attaques virtuelles sont plus dangereuses et coûteuses que les attaques physiques. Aussi, généralement, les systèmes d'exploitation des DAB sont des anciens systèmes ils sont non plus supportés. Il manque des mises à jour de sécurité contre les vulnérabilités, telles que le Microsoft Windows 7 ou XP et Embedded, et ça augmente le risque des attaques. Aussi, la présence des API peut faciliter l'accès aux ATM. Prenons dans ce slide un exemple d'une attaque physique. Une attaque physique s'applique en injectant manuellement un malware via une clé USB ou CD branchée au niveau ATM. Ensuite, en exécutant ce malware et avoir accès, avoir accès à l'ATM en termes de commandes, en permettant d'appliquer des commandes pour distribuer de l'argent, et ensuite en injectant des fonctions pour supprimer tous les fichiers utilisés. Le deuxième scénario, c'est le scénario des attaques virtuelles via le réseau. Prenons l'exemple de la perte de 2,1 millions de dollars depuis 41 ATM en Taïwan sans l'utilisation d'une carte bancaire. Ils ont utilisé des appareils connectés au réseau qui peuvent être des smartphones ou des PC portables. Ils ont injecté des fichiers exécutables et des fichiers .bat pour pouvoir afficher des informations sur les ATM, exécuter des fonctions pour cracher les factures et enfin exécuter des fonctions de suppression pour supprimer et nettoyer les traces. Comment un pirate peut avoir l'accès à distance à un ATM?
Étape 1, il envoie un email de phishing à un utilisateur dans une agence distante. Étape 2, il injecte des fichiers malware pour avoir une base sur le réseau. Étape 3, il profite de l'interconnexion entre une agence distante et le siège pour avoir accès au réseau de siège et infecter les serveurs. En étape 4, il prend les paramètres, les paramètres d'un compte administrateur. En étape 5, en utilisant ces paramètres depuis le serveur de mise à jour des ATM, il installe un faux paquet de mise à jour contenant un fichier malware. Ce fichier malware permet d'activer une session, permet d'activer le service Telnet sur les ATM. Une fois le service Telnet est ouvert, il ouvre une session à distance Telnet en étape 6. En étape 7 et 8, il injecte les fichiers malware et malicieux et il exécute les commandes de distribution de l'argent. Une fois terminé, en étape 9, il injecte des programmes pour supprimer et nettoyer les traces. Et là, on a besoin d'une solution d'investigation ou de journalisation pour pouvoir avoir les traces en cas d'infection d'un ATM ou des pertes d'argent. Pour se protéger de ces types d'attaques, on doit utiliser une solution de verrouillage des applications pour empêcher toute application inconnue de s'exécuter sur le DAP. Prenons l'exemple de la solution TX1 Trend Micro. Ensuite, protéger et surveiller les serveurs en utilisant une solution dédiée pour les serveurs, comme le Deep Security. Puis, analyser les paquets Internet en utilisant une solution dédiée pour l'analyse des paquets Internet comme le Deep Discovery Analyzer et analyser les paquets, les programmes inconnus en utilisant la fonctionnalité surveillance des comportements. Et enfin, il faut utiliser une solution dédiée pour les ATM. Tenons l'exemple d'un la solution antivirale Apex One, elle peut être appliquée sur les ATM, elle est dédiée pour les postes de travail et il vaut mieux utiliser une solution dédiée. Je laisse la parole à ma collègue Marwa pour vous présenter la solution TX1 Trend Micro. Merci beaucoup, Amel. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on va parler aujourd'hui de la solution TX1 qui est dédiée pour la sécurité des ATM. Quelles sont les différentes options sur la solution TX1? Premièrement, c'est un light agent. Pourquoi light? Parce qu'il est patternless. Donc, il n'est pas basé sur les scans pour les malwares. C'est pour cela qu'il ne cause aucun impact sur la performance des ATM. Donc, il travaille sur quoi? Il travaille sur le stop ou le lockdown des changements non autorisés par soit les différentes applications ou les différents services. Donc, on a par exemple les modifications non autorisées sur les ATM. Donc, TX1, il va bloquer ce type de changements. Soit par exemple des changements dans des clés registres, des changements qui peuvent affecter la production, il va les arrêter en utilisant le lockdown. Ou encore, comme Amel a parlé, il y a des types d'attaques physiques venant des ATM. Leurs sources, normalement, ce sont les clés USB. Donc, comment je peux autoriser seulement les clés USB de l'équipe système ou de l'équipe maintenance et bloquer tous autres types de clés USB? Comment aussi je peux avoir une visibilité sur les changements qui sont passés durant la maintenance? Durant la maintenance, par exemple, l'équipe peut faire des mises à jour pour les applications, des mises à jour pour les systèmes d'exploitation. Donc, à travers la solution TX1, il me donne une visibilité complète sur tout changement qui a passé durant cette période. Aussi, un point très important pour les investigations qui est le root cause analysis. Donc, le root cause analysis, il va me montrer l'histoire complète de l'infection ou de la détection. Le point d'entrée et toutes les procédures qui sont passées à travers
cette détection. Il se peut aussi que certaines banques ont des compliances pour les solutions SIEM. Donc, le TX1, il envoie les logs vers les solutions SIEM en temps réel. Donc, no interruption on ATM operation. Comment ça passe? Parce que dans l'installation de la solution TX1, elle ne cause aucun impact ainsi qu'aucun redémarrage pour la machine. Et ça, c'est un point très important pour la production. Ainsi qu'elle ne cause pas un stop pour les différents services. On va parler avec un peu de profondeur sur les File Integrity Monitoring, comment on peut aussi faire un scan pour les malwares sur les ATM, même si le TX1, c'est une solution patternless. Donc, on commence par l'installation. Normalement, les ATM sont distribués dans des différentes places, donc ça sera plus facile de faire une installation à distance. Vous pouvez utiliser par exemple votre machine ou le serveur de la solution TX1 pour envoyer l'agent vers les ATM. Avant l'installation, il y a un pre-scan pour les malwares. Et donc, il vous donne la main de savoir s'il y a des détections qui existent déjà sur la machine, ainsi que prendre une action contre ces différentes détections, soit quarantaine, soit delete par exemple. Après, vous avez la main de faire l'installation. Après l'installation, le TX1, il commence à collecter une liste d'approve, une whitelist de toutes les applications qui existent déjà sur la machine. Soit par exemple les DLL, les services, les MSI, les exécutables. Il va créer ou faire une auto-création pour cette approve list. Bien sûr, vous avez la main de la modifier. Soit par exemple supprimer des fichiers qui existent maintenant dans cette liste, ou vous pouvez ajouter d'autres fichiers pour la mettre dans l'approve list. Après, on peut commencer le lockdown. Donc, le lockdown, il va arrêter toutes les modifications non autorisées ainsi que les différentes installations non autorisées. Toutes ces étapes sont causées un interrupt sur la production de l'ATM. Comme on a dit, il n'y a pas ni un redémarrage pour l'ATM, ni un arrêt pour le service de la production. Deuxième point, les device control. Comment je peux bloquer les clés USB ou les CD non autorisées? J'ai un module de device control sur la solution TX1 et je peux autoriser seulement certains types de clés USB basés sur le modèle, par exemple, le nombre de séries. Et comment je peux le générer? Il y a un outil dédié dans la solution qui vous aide à générer le nombre de modèles pour le clé USB. Et dans ce cas, vous pouvez le mettre dans une approved list ou whitelist pour les device control. Donc, durant les maintenances, par exemple, l'équipe système ou l'équipe de maintenance, ils n'auront aucun blocage pour leur clé USB autorisée. Les changements. Comment je peux détecter les changements non autorisés qui se passent sur l'ATM? À travers un module qui s'appelle le File Integrity Monitoring. On va parler en profondeur sur le File Integrity Monitoring et comment il peut vous aider à savoir les différents changements qui sont passés, soit durant la maintenance, par exemple, ou durant les journées normaux durant la production. On a aussi un point qui est très important ici, le Incident Response et les IOC. Le partage des indicators of compromise entre les différentes solutions et comment ça se passe en utilisant aussi la solution TX1 pour les zero-day attaques. Pourquoi la solution elle ne cause aucun impact sur la performance? Parce qu'elle n'a pas de prérequis dédiés comme les solutions antivirales normales. Par exemple, les solutions antivirales, ils ont besoin de 2 Go de RAM dédiés pour qu'ils puissent fonctionner. Mais ici, dans le TX1, il utilise les minimum ressources de la machine pour qu'il puisse fonctionner. Aussi, de point de vue CPU, même idée. Donc, il n'a pas de prérequis dédiés. Normalement, les ATM, ils ont des prérequis, je pense, minimum. Donc, c'est pour cela qu'il ne va pas causer un impact sur ces prérequis. On parle ici d'un scénario de device control. Donc, comme on a dit, vous avez la main d'autoriser certains types de device control seulement.
Si on parle par exemple d'un cas où il y a une maintenance et l'équipe, ils veulent autoriser leur clé USB en temps réel, minuit par exemple, comment on peut le faire? Vous pouvez donner la main sur la console en utilisant un custom admin. Ce custom admin, son rôle est d'autoriser les clés USB seulement. Donc, il ne peut pas faire un check sur les logs, il ne peut pas faire un check par exemple sur la config, ni installer de nouvelles ATM. Seulement, il va autoriser les différentes clés USB. Donc, c'est un account privilege dédié pour les device control. On parle ici du file integrity monitoring. Comment je peux faire un check sur les changements non autorisés? Comment je peux avoir des informations sur ce changement? Et si, par exemple, dans Event Information, il me donne des informations sur le répertoire, le nom de service qui ont été changés, l'utilisateur qui a fait ce changement et bien sûr la date et l'heure. Ainsi qu'il me donne la main soit d'autoriser ce changement, soit le bloquer. Donc, s'il y a des mises à jour, des nouvelles installations qui sont passées, je vais avoir une visibilité complète sur ce changement. Ainsi que prendre une action aussi, soit de allow ou de bloc. Le root cause analysis. Un scénario ici d'un root cause analysis qui va répondre sur plusieurs questions. Qui, où, quand et comment. Il y a par exemple une infection qui s'est passée, donc comment je peux savoir le point d'entrée venant de cette infection? Et si par exemple, dans cet exemple, le changement ou l'infection elle est passée en utilisant un ICAR. ICAR, c'est un virus de test. Donc, comment il a été téléchargé en utilisant Internet Explorer? Après, il a causé des changements, par exemple, en faisant des malware injection. Il va mentionner bien sûr le nom de fichier qui a causé ce changement. Ici, c'est ICAR test file. Ainsi que qui a été l'utilisateur qui a téléchargé ce fichier. Et bien sûr, puisque ICAR, c'est un virus de test, il va me donner la catégorie. La catégorie ici, c'est malware detection. Donc, toutes ces informations sont des informations très importantes pour prendre une action contre ce malware. Soit, par exemple, commencer à faire un scan pour les malwares sur les ATM, soit, par exemple, savoir si cet utilisateur, il est compromise, donc il doit changer son mot de passe. Donc, comment je peux faire pour prendre le next step? Les solutions CIEM. Ici, les solutions CIEM supportées qui ont le log format CEF, donc il va envoyer ces logs en temps réel vers les solutions CIEM. C'est un point aussi supporté dans la solution TX1 pour donner une visibilité en plus et ne pas avoir les ATM dans un environnement isolé qu'on n'a pas une visibilité sur les actions et les changements qui se passent sur ces ATM. Le scan. Le scan pour le malware, c'est un add-on sur la solution TX1 et c'est un scan soit programmé, soit manuel. Donc, vous avez la main de générer ces deux types de scans. Et comme on a dit, elle est un patternless, donc pas un scan pour le temps réel, c'est seulement le lockdown qui va protéger l'ATM pour ne pas causer aucun impact sur la performance. Comment je peux générer ce scan? Donc, ici, j'ai par exemple le scan programmé. Je peux le générer sur tous les agents ou je peux seulement choisir quelques agents pour commencer le scan sur soit par jour, par semaine ou par mois. Et bien sûr, je vais avoir un report sur les détections qui ont été trouvées durant ce scan. L'AI aussi. Comment je peux protéger les ATM contre les zero-day attaques et contre les attaques qui sont avancées? Donc, j'ai ici les indicators of compromise ou les user-defined suspicious objects. Si j'ai reçu, par exemple, des hashes ou des fichiers à bloquer sur mon environnement, comment je peux le bloquer aussi sur les ATM, pas seulement sur les endpoints? En utilisant le user-defined suspicious object, sur la console TX1, j'ai la main de bloquer certains hashes, soit les hashes des fichiers, par exemple, ou je peux mettre les répertoires de ces fichiers. Donc, ici, dans le premier exemple,
j'ai mis dans le user define suspicious object de bloquer ces deux points et j'ai mis le nom de l'exécutable. Donc, j'ai mis le file path, la répertoire. Une autre méthode, je peux mettre le hash value. Si je n'ai pas le hash value de ce fichier, il y a sur la solution TX1 un hash generator. Donc, je vais seulement faire un upload pour le fichier et il va me donner l'output hash value de ce fichier. Donc, j'aurai ici la main sur la console de le bloquer. L'intelligent runtime learning. Comme on a dit, sur les ATM, il y a bien sûr des différents process qui peuvent se passer durant la production. Donc, comment je peux être sûr qu'aucune de ces process ils vont être bloqués? Il y a par exemple des executions qui se passent en temps réel pour quelques minutes et après, ils s'arrêtent. Donc, en utilisant l'intelligent runtime learning. L'intelligent runtime learning, il va autoriser ce type de runtime execution qui se passe sur la machine. Donc, il fait quoi? Il fait un auto-trust pour ces DLL ou ces exécutables ou ces MSI en temps réel. Il fait une mise à jour pour les listes de auto-creation qui a été créée durant le déploiement. Donc, pas seulement les procédures qui existent déjà durant le déploiement, mais aussi quelques runtime execution qui existent en temps réel. Venant bien sûr des applications autorisées et des whitelisting. Donc, dans ce cas, je vais être sûr que la solution TX1 elle ne va pas causer un blocage sur les procédures des ATM. Si par exemple, moi comme administrateur, je vais faire des groupes de policies. Donc, je vais diviser par exemple les ATM ou les machines dans différents groupes. De point de vue administrateur, ça sera plus facile de le mettre dans des groupes sur la console. Désolé. Donc, ici, j'ai la main de créer plusieurs groupes, de mettre les machines dans ces groupes, ainsi que d'appliquer des différentes configurations sur les différents groupes. Quel type de configuration j'ai sur la console? Premièrement, le lockdown. Si je vais autoriser certaines clés USB sur certaines machines seulement, pas sur toutes les machines. Le maintenance mode, donc je vais donner la main à l'équipe maintenance de faire les mises à jour. Cette maintenance mode, elle est d'une manière programmée. Donc, je peux choisir, par exemple, aujourd'hui, minuit, on a une maintenance, donc je vais autoriser les changements sur l'ATM durant cette période. Et après que la période de maintenance, elle va terminer, le lockdown, il va commencer une autre fois. Faire des changements dans le whitelisting, donc je peux ajouter des add trusted files. Je peux ajouter aussi des clés USB sur le trusted list qui existe déjà. Si je veux faire, par exemple, une mise à jour sur l'agent, une mise à jour de point de vue application TX1. Donc, je peux envoyer le deployed patch vers l'agent depuis la console. Donc, pas la peine d'aller vers l'ATM elle-même, de faire l'installation ou se déplacer. Donc, tout peut être fait d'une manière à distance et aussi d'une manière automatique. Si on parle ici sur les différents prérequis, on a les prérequis de l'ATM et on a le serveur qui est le serveur TX1 dédié pour les managements. Ici, le serveur, il supporte plusieurs types de Windows, presque tous les types, commençant depuis le Windows 2000 jusqu'à 2016. Donc, on appelle ici ce serveur qui est l'Intelligent Manager et qui peut être installé chez vous. Si vous préférez d'installer les ATM d'une manière standalone, donc chaque ATM aura son agent, vous pouvez aussi les faire. Donc, les deux méthodes sont supportées. Ici, si on parle sur le client OS, donc la machine, quels sont les prérequis? Il supporte depuis le Windows 2000 jusqu'à aussi le Windows 10, le Windows Embedded, et tous ces types de Windows sont dédiés pour les ATM. Et comme Amel a parlé sur les différentes vulnérabilités, ces types de systèmes d'exploitation ne sont plus supportés par Microsoft. Donc, il existe bien sûr des différents types de vulnérabilités. Comment je peux bloquer les points d'exploit venant de ces vulnérabilités? Donc, en utilisant le lockdown. Parce que normalement, ces points d'exploit sont des changements non autorisés. Donc, le lockdown, il va le détecter. Aussi, ici, l'agent, il supporte soit le 32, soit le 64 bits. Donc, les deux sont supportés.
Pour les CPU et les mémoires, comme mentionné ici, il utilise les minimum system requirements de la machine. Donc, pas besoin d'avoir ni des RAM dédiés, ni des CPU dédiés pour l'application. Comme ça, j'ai terminé la présentation de la solution TX1. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans le chat ou par exemple, enlever la main ici sur Teams tout en haut et vous pouvez ouvrir votre micro. Merci Marwa pour ta présentation. Merci à vous, Amel. Je pense que tout est clair. Donc, merci à tous les participants qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci pour votre temps et merci à vous, Amel. Bonne journée et à la prochaine. Bonne journée à tous.